Nous savons que les droits de douane font partie de la politique économique depuis très longtemps. Nous en avons déjà fait l'expérience. En substance, ce sont une forme d'impôt appliquée aux produits étrangers. Et il n'y a rien de magique là-dedans. Quelqu'un doit les payer, et bien souvent, c'est le consommateur qui en supporte le coût. Croire qu'ils constituent une solution simple est une erreur. Ce sont des mesures agressives, que certains considèrent même comme une sorte d'acte hostile sur le plan économique, plus un outil de pression qu'une vraie réponse durable. Et quel est l'impact des droits de douane sur l'inflation à long terme? Inutile d'être économiste pour comprendre. Si vous augmentez le prix des produits importés, les prix globaux montent, ce qui se reflète directement dans l'inflation. Autrement dit, les coûts augmentent pour tout le monde. En économie, il faut toujours poser la question essentielle. Et après? Parce que les mesures économiques ne sont presque jamais neutres ou isolées. Elles produisent toujours des effets secondaires, parfois immédiats, parfois plus lents, mais souvent profonds. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent quand cela va-t-il s'arrêter? Jusqu'à quand les prix vont-ils continuer d'augmenter? Et la réponse la plus honnête est que les prix continueront d'augmenter dans 10, 20 ou 30 ans. Ce n'est pas une prédiction pessimiste, mais une simple observation historique. L'inflation ne disparaît pas, elle est simplement régulée. En ce qui concerne Washington, l'histoire nous montre que, au-delà des discours politiques, les changements sont lents et semés de compromis. La politique fonctionne à travers des ajustements minuscules et bien souvent, les décisions sont davantage dictées par le consensus politique que par la logique économique. Après la Grande Dépression, l'économie a connu une forte reprise. Mais même si les indicateurs économiques s'amélioraient, les cicatrices psychologiques sont restées profondes. Pendant des décennies, l'année 1929 est restée gravée dans la mémoire collective. La mentionner revenait à évoquer une date fondatrice. Cela avait la même portée symbolique que 1492 ou 1776. Tout le monde savait ce que cela représentait. Chaos, perte, crise. Par exemple, mon père avait 26 ans en 1929. Il travaillait comme vendeur de titres pour une petite banque locale. Il vendait principalement des actions. Et lorsque le marché s'effondre de près de 50%, il devient extrêmement difficile d'aller voir les clients le lendemain et de leur faire face, surtout si vous leur avez vendu ces titres quelques semaines plus tôt. J'imagine qu'à l'époque, comme on dirait aujourd'hui, il a préféré rester chez lui, évitant de se confronter à l'angoisse collective. Il n'y avait pas de télévision ni d'autres distractions. Mais mes parents s'entendaient bien et environ 9 mois plus tard, je suis né. Pendant les premiers mois de ma vie, le marché a même connu une légère reprise. Un rebond d'environ 20% en moins d'un an. Cependant, personne ne pensait vivre la Grande Dépression. La majorité croyait qu'il s'agissait simplement d'une récession supplémentaire, comme celle que le pays avait déjà traversée. Les États-Unis en avaient connu plusieurs, et celle-ci semblait n'être qu'une de plus. En réalité, dans les 10 jours qui ont suivi ma naissance, le marché a légèrement augmenté, de 1 à 2%. Mais ensuite, il s'est effondré. L'indice Dow Jones est passé de 240 à 41. Cela signifie que si quelqu'un avait investi 1 000 $ le jour de ma naissance, cette somme aurait été réduite à 170 $ en moins de 2 ans. Une perte de 83% dans l'ensemble. Depuis le sommet du 3 septembre 1929, le marché avait chuté au total de 89%. C'est quelque chose que peu d'entre nous ont vécu à une telle échelle. Peu après, mon père est allé à la banque où il travaillait et il a trouvé une pancarte. Fermé. Il n'avait plus d'emploi. Il avait déjà 2 enfants. Mon grand-père tenait une petite épicerie. Charlie, Munger et moi avons tous les deux travaillé dans ce magasin à différentes périodes. Lui en 1940, moi en 1941. Même si nous ne nous connaissions pas encore à l'époque, cette boutique représentait une bouée de secours. Je me souviens que mon grand-père a dit à mon père « Ne t'inquiète pas pour la nourriture, tu peux continuer à mettre ça sur ton compte. » C'était un homme pragmatique, très attentif à l'argent. Mais pour lui, la famille passait avant tout. Avec du recul, il y a un point clé que l'on néglige souvent.
Si la FDIC avait existé à ce moment-là, le déroulement de la crise aurait été très différent. La Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, a été créée le 1er janvier 1934 dans le cadre des grandes réformes du New Deal. Mais si elle avait existé plus tôt, l'ampleur des dégâts économiques aurait été bien moindre. Parce que lorsque plus de 4000 banques font faillite, cela représente 4000 tragédies locales. Imaginez quelqu'un qui a économisé toute sa vie. Un jour, il va à sa banque pour retirer son argent et il ne reste plus rien. C'est ce qui s'est produit dans chacun des 48 États pour des millions de personnes. Cela est arrivé à vos voisins, à vos proches. Et ce genre d'événement a un impact émotionnel et psychologique immense. C'est pourquoi, à mes yeux, l'une des meilleures conséquences de la Grande Dépression a été la création de la FDIC. Parce qu'avec une institution qui garantit vos dépôts, on évite la panique, on prévient les retraits massifs et on stabilise le système financier. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles incertitudes. Inflation, volatilité des marchés, tensions géopolitiques, débats sur les dépenses publiques. Et beaucoup de gens recommencent à parler de droits de douane, de déficit et de cycles économiques. Mais si l'histoire nous a appris une chose, c'est que les crises ne se résolvent pas avec des solutions simplistes. Il faut une vision à long terme, des institutions solides et surtout de la confiance dans le système. Beaucoup de citoyens qui croyaient que leurs économies étaient en sécurité ont découvert le contraire en arrivant à leur banque pour y trouver les portes closes avec une simple pancarte « Fermée jusqu'à nouvel ordre ». Ce qui a suivi fut une récession longue et profonde. La Grande Dépression n'a pas seulement persisté dans l'économie, elle a vécu bien plus longtemps dans la mémoire collective. Puis vint la Seconde Guerre mondiale et, presque sans que nous nous en rendions compte, nous avons commencé à mettre en œuvre les idées de Keynes. Les dépenses publiques ont explosé, les déficits sont devenus la norme et la dette nationale a atteint un niveau par rapport au PIB jamais vu auparavant, ni même depuis. Et même si l'économie a effectivement rebondi, l'impact psychologique sur ceux qui avaient vécu ces années-là était profond. Les récits se transmettaient de génération en génération. Mentionner 1929 suffisait à évoquer une catastrophe. C'était comme citer 1492 ou 1776. Dire 1929 équivalait à évoquer un effondrement, une crise totale. Et ce souvenir a eu un effet direct sur le comportement du marché boursier. Le 4 janvier 1951, un jeune homme né le 30 août 1930 terminait ses études universitaires, au moment précis où le marché retrouvait pour la première fois le niveau qu'il avait atteint à sa naissance. Entre 1929 et 1951, plus de 20 ans s'étaient écoulés. Et si l'on considère qu'à l'époque, les États-Unis n'avaient que 140 ans d'existence, cela représentait presque un septième de toute leur histoire. Une période sans véritable croissance économique, sans que la population ait le sentiment que le pays produisait de la richesse. Durant tout ce temps, de nombreuses entreprises affichaient pourtant des bénéfices records, mais il fallut 2 décennies pour que le marché revienne à son niveau d'avant-crise. Alors, si aujourd'hui, nous traversons quelques mois d'incertitude sans avoir la moindre idée de comment tout cela va se terminer, eh bien, dans les années 30 non plus, personne ne savait ce que l'avenir réservait. Et pourtant, ils ont tenu bon, ils ont persévéré, ils ont prospéré. Et le miracle américain a continué. Je me souviens très bien de l'année 1954, car ce fut une année particulièrement faste pour les marchés financiers. Le Dow Jones a commencé l'année autour de 280 points et a clôturé au-dessus de 400. Dès que les 381 points, ce chiffre symbolique hérité de 1929, ont été franchis, tout le monde se posait la même question. Étions-nous en train de revivre le passé? Cela peut sembler exagéré, mais l'inquiétude était bien réelle. En 1954, les États-Unis étaient un pays transformé. Mais la peur restait ancrée, tellement ancrée que le sénateur William Fulbright de l'Arkansas, qui deviendra plus tard président de la Commission des Relations extérieures du Sénat, a lancé une enquête officielle.
Fulbright, alors président de la commission bancaire du Sénat, se demandait sérieusement si l'économie ne reconstruisait pas une nouvelle fois un château de cartes. En mars 1955, avec un Dow atteignant les 405 points, il convoqua 20 des esprits les plus brillants du pays pour témoigner sur la question suivante. Les États-Unis étaient-ils en train de perdre à nouveau le sens des réalités? Le marché dépassait à peine les 400 points et le pays tout entier restait hanté par la catastrophe d'antan. J'ai vécu tout cela de près. À cette époque, je travaillais à New York auprès de l'un des experts appelés à témoigner. Je me souviens très bien de Ben Graham, l'un des 3 individus les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés, lorsqu'il s'est présenté devant le comité. Il a commencé sa déclaration par une phrase restée gravée dans ma mémoire. « Le marché boursier est élevé. Il semble élevé. Il est élevé, mais pas autant qu'il n'y paraît. » Depuis cette époque, nous avons été témoins du souffle puissant du miracle américain. Le marché a tellement progressé qu'aujourd'hui, chaque dollar investi à cette époque vaut 100 fois plus. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était croire aux États-Unis. Pas besoin d'être un expert en finance, ni de lire tous les journaux économiques, ni de payer des frais élevés. Il suffisait d'investir largement et d'avoir confiance. Mais entre 1929 et 1954, cette confiance a été mise à rude épreuve, comme en témoigne la réaction du pays lorsque le Dow a de nouveau atteint les 380 points. Une partie de la foi avait été perdue. Beaucoup de gens ne croyaient plus vraiment que le pays était encore capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et pourtant, nous avons fini par apprendre une leçon essentielle. Rien n'a jamais pu stopper les États-Unis. Cela a toujours été vrai. Certes, il y a eu des périodes chaotiques, comme la guerre de sécession, ou des moments de souffrance intense, comme la Grande Dépression, ou encore des temps incertains, comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Mais une chose s'est toujours confirmée dans l'histoire. Parier contre l'Amérique n'a jamais été une bonne idée. Depuis ses origines et à travers ses moments les plus sombres, comme la guerre civile ou la Grande Dépression, les États-Unis ont démontré une résilience qui, à mon avis, reste intacte aujourd'hui, même lorsque des tensions apparaissent avec des puissances comme la Chine, comme cela s'est produit récemment avec certains produits, par exemple l'acier, dont les prix ont augmenté. Je ne crois pas que nous arriverons à un conflit commercial de grande ampleur. Oui, il y aura des frictions. Il y aura des mesures qui gêneront certains et des décisions qui irriteront d'autres. Mais une confrontation prolongée sur le plan commercial ne semble pas probable. Nous avons déjà vécu des guerres commerciales dans le passé, et bien que celles-ci n'aient pas été agréables, elles ont laissé des leçons précieuses que, je l'espère, nous n'avons pas oubliées. Les frictions continueront d'exister. Certaines pratiques de nos politiques commerciales seront perçues avec méfiance par nos partenaires, tout comme nous verrons aussi avec scepticisme certaines de leurs pratiques. Cela fait partie du processus. Mais je ne pense pas que la situation devienne incontrôlable ou se termine par une crise. Charlie intervient. L'industrie sidérurgique aux États-Unis a fait face à des conditions presque impossibles pendant des années. Et, de manière surprenante, à certains moments, même une personne comme Donald Trump peut avoir des arguments valides. En ce qui concerne le commerce international, j'ai toujours pensé qu'un leader national doit également assumer le rôle de communicateur principal. Franklin D. Roosevelt l'a compris pendant la Dépression. C'est pourquoi ses discours à la radio étaient si importants. Il s'adressait aux citoyens ordinaires, expliquant ce qui était en jeu, ce qui se faisait et pourquoi. La complexité du commerce réside dans le fait que ses avantages sont souvent invisibles. Personne ne prend le temps de réfléchir à combien plus nous paierions pour nos vêtements, appareils électroménagers ou même nos aliments si tout devait être produit à l'intérieur du pays. Et comme ces avantages sont si diffus, ils ne sont pas facilement perceptibles. En revanche, les inconvénients se ressentent immédiatement et de manière douloureuse. Pensons aux travailleurs d'une usine de chaussures dans le Maine. Des gens qui ont fait correctement leur travail pendant des décennies, certains suivant une tradition familiale et qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi parce que leurs produits ne peuvent plus concurrencer en prix ceux fabriqués à l'étranger.
Vous pouvez leur parler de théories économiques, de libre-échange, de l'avantage comparatif, de comment à long terme tout le monde en bénéficie. Mais cela ne leur rend pas leur gagne-pain ni ne change leur réalité. Et s'ils ont déjà 55 ou 60 ans, leur parler de reconversion ou de formation pour un nouveau travail peut sembler absurde. Du point de vue politique, cela représente un énorme défi. Défendre une politique dont les avantages sont intangibles, alors que ses coûts sont concrets et affectent un groupe visible de citoyens. Face à ce scénario, il y a deux tâches fondamentales. D'abord, reconnaître que certaines personnes subiront des pertes individuelles au nom de l'intérêt général. Et ensuite, prendre soin de ces pertes. Pas avec des promesses vides, mais avec des actions réelles. Nous ne pouvons pas permettre que ceux qui sont déplacés soient oubliés. Il est nécessaire de mettre en place des politiques qui les soutiennent, surtout lorsque l'idée de se former à un nouveau métier n'est plus viable en raison de l'âge ou d'autres circonstances. Il est de la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire de nous tous, de créer un système qui équilibre les progrès collectifs avec le bien-être de ceux qui sont les plus affectés par ce même progrès. Ce n'est pas un concept nouveau. La société pratique déjà cette solidarité intergénérationnelle. Ceux qui travaillent aujourd'hui aident à soutenir ceux qui ne peuvent pas encore ou ne peuvent plus travailler. Chaque naissance entraîne un investissement éducatif d'environ 150 000 $. Cette responsabilité est assumée collectivement. Le modèle n'est pas parfait, mais il a évolué positivement au fil du temps. Et je pense que si nous parvenons à bien expliquer les avantages du commerce, tout en appliquant des mesures pour atténuer ses effets négatifs, cela peut devenir un outil de développement pour tous. Cependant, essayez d'expliquer cela à quelqu'un qui a perdu son emploi dans une usine textile du Massachusetts ou qui a travaillé toute sa vie dans l'industrie de l'acier dans l'Ohio n'est pas une tâche facile. Que peut-on lui dire? Que c'est pour le bien commun, que sa perte est nécessaire. Cela peut sembler cruel, et c'est pourquoi, lorsqu'on commence à jouer avec des mesures commerciales punitives, il est fort probable que l'autre partie réagisse également. Cela a été une constante tout au long de l'histoire. C'est pourquoi je persiste à dire que nous avons besoin de leaders qui ne gouvernent pas seulement, mais qui savent aussi enseigner. On ne peut pas accuser le travailleur qui a été déplacé par des changements structurels. Il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'une personne qui a tout perdu soutienne une politique qui, bien que bénéfique pour la majorité, a détruit sa source de revenus. Les bénéfices du libre-échange se font sentir de manière très indirecte. Peut-être que l'on paie moins cher pour des chaussettes ou des sous-vêtements parce qu'ils ont été produits dans un autre pays. Mais personne ne rentre dans un magasin en pensant « Quelle merveille! C'est grâce au commerce international !» Et dans ce contexte, entendre un président dire qu'il va rompre un traité comme le NAFTA, à l'ENA, suscite des inquiétudes. Oui, il a l'autorité pour le faire, mais cela ne signifie pas que cela se produira comme il l'annonce. De plus, le Congrès a aussi son mot à dire. Tout ce qui est promis pendant une campagne ne se réalise pas toujours. Et ce n'est pas un phénomène propre à un parti ou à un homme politique en particulier. Cela a toujours été une constante historique. Je me souviens qu'en 2003, j'ai écrit un article dans Fortune sur le déficit commercial. À l'époque, je m'inquiétais déjà de son ampleur, qui approchait les 3% du PAB. Ce n'était pas un commentaire ciblant spécifiquement la Chine, mais un avertissement concernant les risques de laisser ce déséquilibre croître sans contrôle. Lorsqu'un pays importe bien plus qu'il n'exporte, il livre des actifs financiers au reste du monde. Ces papiers, des dollars, se transforment ensuite en achats d'obligations, d'immeubles ou même de terres. Dans les années 80, par exemple, les Japonais ont acheté Pebble Beach grâce à leur excédent commercial important. En essence, vous cédez des droits sur votre propre richesse en échange de consommer plus dans le présent que ce que vous produisez. C'est pourquoi, oui, il y a des limites au déficit commercial qui doivent nous inquiéter. J'ai toujours proposé une approche globale, sans désigner des pays en particulier, mais en précisant que le monde a évolué dans le bon sens. Certains pays tenteront d'en tirer avantage, comme les États-Unis l'ont fait par le passé. Je n'ai aucun doute que les leaders mondiaux,
qu'ils viennent de Chine ou d'autres endroits, comprennent que promouvoir le commerce est ce qui leur convient le mieux. Les échanges constants nous enrichissent tous. Nous ne voulons pas arriver à une situation où notre économie serait basée sur l'importation d'une énorme portion de notre PIB, sans exporter suffisamment. Nous pourrions, en théorie, arrêter de travailler et continuer à recevoir des biens du monde entier en échange de nos dollars. Mais au final, nous serions en train de céder le contrôle de nos actifs. C'est pourquoi nous devons concevoir des politiques qui maintiennent l'équilibre, en évitant que le déficit ne devienne insoutenable par rapport à la taille de notre économie. Cela fait longtemps que j'en parle, et j'ai toujours eu foi dans les entreprises américaines. La majeure partie du capital que je gère sera toujours investi ici. Pourquoi? Parce que, malgré tous ces problèmes, c'est toujours le meilleur endroit pour investir.